Que nous disent les pathologies des travailleurs du travail et de son organisation? En quoi le fonctionnement d'une entreprise ou d'une institution peut être pathogène? C'est à cette question et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Thomas Périlleux, sociologue et chercheur, professeur de sociologie clinique du travail et des organisations à l'Université catholique de Louvain. Thomas Périlleux, bonjour. Bonjour Lucrétia. Bonjour. À travers plusieurs récits des patients que vous avez reçus en consultation, vous identifiez différentes pathologies du travail. Lesquelles et comment elles se manifestent? Alors, très heureux de vous rencontrer. Bon, vous entrez directement dans le vif du sujet. La question des pathologies du travail, c'est une question clé dans l'époque actuelle. Bon, l'expression est énigmatique. Quand on parle de pathologie du travail, on peut entendre que le travail provoque des pathologies. On peut aussi entendre le fait que le travail lui-même est malade et devrait être soigné. Alors, je pense que pour nous, on est à l'articulation des deux aspects. Pour situer un peu, donc je suis sociologue et j'ai un long parcours en psychanalyse qui m'a amené à une pratique clinique dans une équipe à Liège où nous avons ouvert des consultations à des personnes qui sont en difficulté au travail. J'ai aussi une pratique de consultation privée à Namur, en Belgique. Et c'est vrai que nous sommes confrontés à une multiplication de demandes. Et la pratique clinique, c'est une pratique qui amène forcément à prendre en compte des pathologies. Je dirais que la question de la pathologie, c'est un des paramètres de toute clinique. Et on peut la prendre au fond comme une voie d'accès au réel. Et c'est vrai que dans nos consultations, ce qui apparaît en premier, ce sont les expressions de symptômes qui touchent d'abord le corps. C'est la prise ou la perte de poids, ce sont les problèmes de sommeil très très fréquents, des troubles très fréquents du sommeil, troubles du système digestif, troubles de la respiration. J'ai en souvenir la situation d'une personne qui disait que chaque matin elle se réveillait avec l'impression qu'elle ne parvenait plus à respirer. Elle l'a consulté sur le plan médical et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'atteinte somatique directe à la respiration. Et petit à petit, en dépliant cette situation, elle s'est rendue compte que ce qui était en jeu, c'était cette oppression qu'elle pouvait avoir en raison des contraintes de travail. Donc des symptômes qui touchent le corps, il y a des symptômes qui concernent l'organisation, des problèmes extrêmement fréquents d'absentéisme, de manque de personnel, de surcharge de travail. Et alors, ça amène à des diagnostics qui sont des diagnostics du côté de la psychopathologie, avec le burn-out en première place. Là, c'est pour le moment, je dirais, au moins 7 ou 8 consultations sur 10 sont des consultations où les patients arrivent en disant qu'ils sont en burn-out. Ils arrivent d'ailleurs assez souvent sur le conseil de leur médecin, qui les invite à faire une démarche de consultation en clinique. Burnout, ça c'est une catégorie qui est devenue très large, mais qui désigne effectivement des situations extrêmement dégradées, extrêmement détériorées. Alors pour nous, la question c'est comment est-ce qu'on appréhende ces pathologies? Il y a des réponses médicales. Vous savez peut-être que la France et la Belgique sont les deux pays européens parmi les premiers consommateurs de médicaments psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs. C'est une consommation massive. Donc, est-ce que la réponse doit aller du côté de la médicalisation? Il y a toute une série aussi de propositions du côté du coaching, prise en charge qui se disent justement non médicales, mais qui maintiennent une frontière très forte entre ce qui serait de la psychopathologie et ce qui serait des situations plus normales qu'on pourrait prendre en charge dans une perspective d'accompagnement. Alors pour nous, la question de la pathologie doit rester ouverte. Ça, c'est le point clé pour nous. Ça doit rester une question problématique. Moi, je m'appuie sur la psychanalyse, sur mon parcours et mes références, mon inspiration du côté de la psychanalyse. Et je dirais que la psychanalyse a subverti la question de la pathologie. Elle a subverti la distinction qu'on établit classiquement entre le normal et le pathologique. Alors je le dis sans minimiser l'importance des crises que les personnes peuvent rencontrer dans ces situations.
il y a des situations gravissimes avec cette indication de burn-out. Vous avez des personnes qui sont dans une situation d'effondrement intérieur complet, qui disent qu'un matin, elles n'ont plus se lever pour aller au travail, que tout l'élan vital est cassé. Ça peut ouvrir des gouffres du côté de l'anxiété, du côté de la dépression. On a vraiment des situations extrêmes, mais c'est en maintenant l'idée que il n'y a pas, je dirais, une distinction de nature entre le normal et le pathologique. Au fond, je crois qu'on peut dire qu'on a tous et toutes des failles ou des pentes pathologiques qui peuvent se révéler à l'occasion de situations critiques. Dans le travail en particulier pour nous, mais ça peut être dans d'autres dimensions de la vie. Et donc, le normal n'est pas, le pathologique n'est pas forcément l'envers du normal. On pourrait dire peut-être que le pathologique révèle des failles sous-jacentes qui sont présentes dans la vie quotidienne plus ordinaire. Et ça pose évidemment la question de ce qu'est le normal. Si on veut s'interroger sur les pathologies du travail, on ne peut pas s'empêcher de questionner la normalité. Et une normalité que je mettrais avec des guillemets. Qu'est-ce qui est normal, en fait, aujourd'hui? Est-ce que c'est normal de s'adapter à des situations ou à des systèmes de travail qui semblent tourner fou? J'ai à l'esprit le cas d'une patiente qui est arrivée, je le raconte dans mon livre sur les consultations. Elle arrive en consultation en nous expliquant qu'elle a été amenée à procéder à des licenciements collectifs à répétition dans son entreprise, avec des moyens qui sont à la limite de la légalité et dans une fonction qui n'est pas tout à fait clairement identifiée. Elle était censée assumer le rôle de directrice du personnel, mais sans avoir le titre ni les diplômes. Et ce qui émerge assez vite dans la consultation, c'est de se demander, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal le point où j'en suis arrivé? Est-ce que je suis pas en train de devenir folle? Question très grave, en fait, qui revient quand même assez régulièrement aussi dans nos consultations. Qu'est-ce qui est normal? Je pense qu'en fait, l'ouverture là de la crise, c'est l'ouverture de cette question. Est-ce que la normalité qui est apparente dans le milieu de travail est vraiment souhaitable? Est-ce que ce n'est pas la norme qui devient folle dans ces situations? Et vous voyez, à ce moment-là, on peut ouvrir vraiment un espace alors de réflexion et d'exploration sur ce qu'est le normal et puis sur les dérives dans des situations auxquelles on s'habitue peut-être petit à petit alors qu'elles ne devraient pas être acceptées. Et je crois que ça, c'est un des fondements sous-jacents de la pathologie du travail. Et justement, par rapport à ça, donc vous explicitez le fait que donc ces pathologies, bon, on peut aller les investiguer du côté de l'individu, mais on peut aussi les investiguer du côté du milieu de travail, de l'organisation du travail. Donc, à un moment donné, vous caractérisez le milieu de travail comme un milieu qui peut être pathogène. Et donc, dans quel sens, au vu des consultations et des récits que vous avez eus, dans quel sens ce milieu de travail peut être pathogène? C'est ça, quand on dit pathogène, on évoque le fait des chemins qui amènent à ces pathologies, ce qui pourrait être un chemin de causalité, ce qu'on appelle l'étiologie. Alors c'est vrai que nous, on part de situations singulières. On est en consultation avec des personnes qui viennent d'ailleurs de leur propre initiative, souvent, comme je disais, invitées par leur médecin, mais ce sont elles qui font la démarche. Et donc, c'est d'abord des symptômes qu'elles vivent, elles, dans leur corps. La question des pathologies du travail, c'est, même si on dit que ce sont des affections psychiques ou psychosociales, c'est le corps d'abord qui est concerné. Et le corps parle à travers ces symptômes. Et s'il parle, c'est sans doute que la parole, là, n'a pas trouvé le lieu d'être dans le milieu de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de travail? Bon, on pourrait dire, ça c'est aussi un point de vue sociologique, que certaines formes d'organisation du travail provoquent des atteintes pathologiques, des atteintes vraiment très profondes à la vie psychique. Par exemple, du côté du taylorisme, les formes d'organisation du travail très mécanisées, où le travail est parcellisé avec des tâches répétitives, sous contrainte de temps. On a dit que
cette forme d'organisation provoquait beaucoup d'atteintes somatiques, les troubles musculo-squelettiques, qui restent des troubles extrêmement prégnants. On en parle un peu moins à l'heure actuelle, mais c'est extrêmement prégnant dans le monde professionnel. Ce sont en même temps des atteintes psychiques. Dans le taylorisme, quand on s'empêche de penser, quand on doit s'empêcher de mettre en jeu sa créativité, il y a comme une mutilation de la vie psychique. On a pu montrer à quel point ça peut provoquer là notamment des effets sur la capacité de rêverie, la capacité d'imagination, qui pour le travailleur est comme empêchée. Et du coup, ça a des effets en cascade aussi sur sa vie hors travail. Donc, des liens entre ce modèle d'organisation et des atteintes à la fois somatiques et psychiques. Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a de nouvelles formes d'organisation qui provoquent à leur tour des grandes difficultés. Donc, c'est pathogène dans ce sens-là. Formes d'organisation dans lesquelles, par exemple, le travail s'intensifie massivement. On demande de faire plus en moins de temps. Les contraintes de contrôle sont extrêmement puissantes, peut-être encore plus que dans le taylorisme, même si c'est un contrôle qui devient plus diffus, moins personnel, moins visible. Il y a une forme de dépersonnalisation nouvelle. Et bon, je peux en donner un exemple qui me vient à l'esprit à partir du témoignage d'une agent qui travaillait dans un centre d'appel. Ça, ce sont des lieux dans lesquels les méthodes de contrôle se sont renforcées. Et donc, on peut parler là d'une reproduction du taylorisme, mais avec d'autres modalités techniques. Il n'y a plus un chef qui est derrière votre dos en permanence. Par contre, ce qu'elle expliquait très bien, c'est les méthodes de culpabilisation. C'est un cas qui m'a vraiment marqué, parce qu'elle expliquait que dans ce call center, dans ce centre d'appel, à la fin de la journée, s'affichait sur un écran géant la photo de l'agent qui avait fait les moins bons résultats de la journée. Pas celui qui avait fait les meilleurs résultats, comme c'était un peu habituel dans le monde de la vente. Là, c'est l'agent qui a fait les moins bons chiffres. Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est à quel point c'était un effet choc. Et quand elle s'est vue une fois projetée sur cet écran géant, quand elle a vu son visage, elle m'a dit, le lendemain, j'ai tout fait pour augmenter ma production. Donc, on a là des mécanismes, des méthodes à la fois de gestion, mais de culpabilisation qui sont extrêmement intériorisées et qui me paraissent, de ce point de vue aussi, potentiellement pathogènes. Parce que ça amène le travailleur à estimer qu'il n'en fait pas assez, qu'il n'en fait jamais assez, qu'il doit en faire toujours plus. Et là, c'est un cycle sans fin qui risque de le conduire à une forme d'épuisement. Alors, je crois que c'est un peu illustratif. Ici, on est dans un cas extrême. Et il faut dire que le lien causal n'est jamais direct. Hein, c'est jamais automatique. L'effet de ces formes d'organisation ou de ces contraintes du milieu de travail sur la santé mentale. C'est un lien qui est filtré par l'histoire de la personne, son histoire familiale, son histoire personnelle. C'est filtré aussi par l'histoire des rapports de travail. Mais on peut dire quand même que là, le travail est en cause. Et ce que j'ai cherché à faire à travers les consultations, c'est d'essayer de repérer des traits récurrents à partir de ce que disent les patients. J'en cite 3 ou 4, je vous dis rapidement. L'injonction à faire du travail de mauvaise qualité, ça c'est pathogène. Hein, ça veut dire amener un professionnel à ne pas respecter les règles de métier, à devoir sacrifier son éthique de métier. Ça place le professionnel dans une position très difficile à tenir parce qu'il peut avoir le sentiment qu'il se trahit. Il trahit ses propres valeurs. Un cran plus loin, ça devient plus explicite, l'usage du mépris et de l'humiliation. J'ai constaté dans pas mal de témoignages ces formes d'humiliation, par exemple de direction, qui vont faire des remontrances, mais avec un ton extrêmement violent, à un employé devant tous ses collègues. Donc on met la personne dans une situation d'avoir honte devant les collègues.
là, il y a aussi, je pense, des mécanismes qui utilisent la peur, l'humiliation, le mépris. Et puis, alors, ça peut donner lieu à ce qu'une patiente elle-même appelait des violences sournoises. C'est un terme intéressant, je trouvais, parce que ce sont pas des violences qui sont directement identifiables, contrairement à l'humiliation où vous pouvez vraiment cerner un moment où il y a eu un usage abusif du pouvoir. Dans ces violences sournoises, c'est beaucoup plus insidieux, mais ça a les mêmes effets de destruction, à la fois de destruction pour soi et pour les liens en équipe ou en collectif. Et je pense que ce qui est peut-être un peu sous-jacent à tous ces traits récurrents, c'est la difficulté ou même l'interdiction de parler sur le lieu de travail. Ça aussi, c'est pathogène. J'ai en particulier le souvenir d'une patiente qui racontait que dans son entreprise, la direction avait interdit aux employés de se parler entre eux. C'est un travail plutôt répétitif à la chaîne, mais c'est une interdiction qui pour elle était totalement intenable. C'est insupportable. Elle expliquait qu'en plus on interdisait de parler et la direction avait mis de la musique dans l'atelier et les employés, les ouvrières ne pouvaient pas choisir la musique. Donc vous avez là un envahissement de l'espace psychique qui vous force à rentrer votre voix dans la gorge. Comme on pourrait dire, toute la colère alors est comme étouffée. Elle est étouffée, mais elle ne trouve pas à se transformer dans le travail ou dans les relations avec les collègues. Et c'est une situation explosive. D'ailleurs, il y avait des actes de violence qui se produisaient dans l'usine, à côté de l'usine, et c'était reproché aux travailleurs. Mais c'est tout le système, elle le décrivait très bien, c'est tout le système de travail qui là devenait oppressif. Je crois qu'on peut parler à ce stade-là de techniques de gestion qui sont pathogènes. Et je renverrai peut-être là aux travaux de Marie Peset, qui a créé, vous le savez peut-être, un très large réseau de consultation souffrance et travail. Elle a un site, elle co-anime un site magnifique où il y a des ressources qui décrivent notamment ces techniques de gestion pathogène. Voilà, alors je répète, le lien n'est pas causal de façon directe, ce sont des processus complexes, il faut tenir compte de pas mal de paramètres, mais je crois qu'on peut identifier et dénoncer des dérives qui, elles, sont vraiment dramatiques du point de vue du vécu du travailleur et du vécu des liens collectifs. Et peut-être pour aller encore plus loin par rapport au dernier point évoqué, c'est-à-dire l'interdiction de la parole, dans un article que vous avez écrit récemment, vous parlez aussi de, je cite, l'interdiction insidieuse à penser, ce qui m'a assez frappée parce que je me suis dit mince, voilà, si on peut même plus penser, bah c'est clair comment faire face en fait au travail tel qu'il se présente à nous. Donc comment cette interdiction à penser se manifeste? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple avant de passer peut-être à une étape un peu plus constructive? Alors, je vous remercie de reprendre cette indication-là, cette formule de l'interdiction insidieuse de penser. Comme elle est insidieuse, je dirais qu'elle ne se manifeste pas, en tout cas pas clairement. On ne peut pas l'identifier au sens où elle serait vraiment visible, détectable immédiatement. Insidieux, c'est proche de ce que me disait cette patiente, c'est sournois, ça se passe par des mécanismes souvent assez opaques. Alors peut-être qu'il faut dire un mot du contexte dans lequel j'ai écrit cette formule. C'était un chapitre d'un ouvrage collectif sur des démarches artistiques dans la formation et la recherche. C'est donc dans un ouvrage collectif que nous avons co-dirigé avec Mireille Sifali et Florence Juste des Prairies. Il nous tenait à cœur d'essayer de voir en quoi des démarches artistiques pouvaient être fructueuses à la fois dans les démarches de recherche et dans celles de la formation, de l'enseignement. Et là, on a pu réunir toute une série de collègues qui se fondent sur des médiations artistiques dans différentes disciplines, en droit, en criminologie, en sociologie, en anthropologie, en psychologie. Et c'était très intéressant de voir à quel point l'art pouvait être un appui
peut-être pour débloquer ces verrous de la pensée. L'interdiction de penser, elle est compliquée à identifier puisqu'elle est intériorisée et elle est compliquée à démonter une fois qu'on est pris dedans. Et même parfois quand on l'identifie, c'est pas pour autant qu'on est en mesure vraiment de la défaire. Alors c'est une question compliquée, hein. Bon, je me dis en fait toute institution, on pourrait dire que toute institution va d'une certaine façon amener ses membres à penser ce qui est à penser, à dire ce qui est à dire, à faire ce qui est à faire, et va les empêcher de penser ce qui n'est pas à penser. Peut-être qu'on pourrait dire ça de toute institution. En tout cas, c'est ce que soutenait l'analyse institutionnelle dans les années 60, 70, 80, période où les institutions étaient encore assez fortes et d'une certaine manière, à partir de leur programme institutionnel, traçaient des limites assez claires entre ce qui est permis et ce qui est interdit, sans le dire, puisque l'interdit de penser, il n'est jamais affiché. Mais dans mon texte, j'évoquais même cette interdiction dans les lieux qui sont censés promouvoir une pensée critique, notamment l'université. Je pense qu'il y a des formes d'interdiction qui demeurent, même si le contexte institutionnel a changé. On n'est plus dans les grandes institutions centralisées des années 60 ou 70. Malgré tout, je crois que des formes d'interdiction se reproduisent. Donc, ça pose la question des empêchements institutionnels, autant que ceux qu'on s'impose soi-même à penser, parce que la pensée n'est pas simple. Ça revient un peu à la question de la normalité qu'on évoquait tout à l'heure. Et peut-être j'ai envie de vous mentionner, si on a le temps, une petite citation que je reprends dans mon livre de Pasolini. Je vais dire assez rapidement, si vous voulez bien. C'est un texte que Georges Didi Berman avait commenté dans un de ses ouvrages, à partir du texte d'un film de Pasolini qui s'appelait La Rage. Alors, Pasolini commence par une question. Que s'est-il passé dans le monde après la guerre et l'après-guerre? On n'est plus dans ce contexte, mais la question, je pense, demeure actuelle. Que s'est-il passé dans le monde? La normalité. Oui, la normalité. Dans l'état de normalité, on ne regarde pas autour de soi. Tout se présente comme normal, entre guillemets. L'homme tente à s'assoupir dans sa propre normalité. Il oublie de réfléchir sur soi, perd l'habitude de se juger, ne sait plus se demander qui il est. Alors, dit Pasolini, il s'agit de créer un état d'urgence, de faire émerger un état d'urgence poétique, hein, et il en appelle à une sorte de rage poétique. C'est pas facile. Je constate chez les patients, mais aussi chez moi, à quel point on peut être comme prisonnier d'une certaine lecture des choses, de la situation, et donc on étouffe parfois sa propre voix, parce que si on la laisse émerger, peut-être qu'elle va nous surprendre, elle va nous mettre en porte-à-faux, peut-être avec d'autres, peut-être avec nous-mêmes. Donc c'est pas simple de défaire ces verrous. Mais je pense qu'il reste quelque chose à réfléchir du côté de cette façon qu'on peut avoir de s'habituer à ce qui est anormal ou est insupportable ou intolérable. Hein, il y a plusieurs catégories autour de ce qui devrait être mis en cause. Et beaucoup d'éléments dans le contexte, mais aussi d'éléments dans nos obstacles intérieurs concourent à ce qu'on n'ouvre pas ces questions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Elle est complexe parce que, oui. De nouveau, je crois que il n'y a pas de leçon vraiment à donner. On est tous d'une certaine façon conditionnés par certaines interdictions. Elles sont peut-être même nécessaires, hein, mais quand elles nous coincent
dans des schémas de pensée qui deviennent répétitifs, qui ne permettent plus aucune ouverture, alors là, je pense que la vie commence à dépérir. Et la vie se retourne contre elle-même, on pourrait dire. Et on s'effondre un peu sur soi-même. J'ai l'impression malgré tout, donc merci Thomas. J'ai l'impression malgré tout que à certains moments de votre ouvrage, vous réussissez quand même à avoir des ouvertures plutôt malgré tout positives. Je me permets moi de vous citer pour conclure cet épisode. Donc vous dites, l'expérience du travail reste le lieu où la créativité sociale trouve ses sources et son domaine privilégié de développement. Ça m'a beaucoup frappé, ça m'a donné de l'espoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça et comment cette créativité sociale peut malgré tout retrouver ses sources et réjaillir à l'intérieur de nos environnements de travail? Oui, peut-être dire d'abord que cette citation-là, elle était inspirée d'un ouvrage de Jean-Marie Vincent sur la critique du travail, qui s'inscrit un peu dans une époque aussi où le débat sur la centralité du travail reprend, où on est dans des options opposées. Est-ce qu'il faut maintenir le travail salarié, le travail professionnel comme un lieu central de la vie sociale, de la vie personnelle, ou est-ce qu'on doit prendre des options politiques différentes? Je rejoignais la position de Jean-Marie Vincent en disant que le travail, en tout cas dans la période actuelle, reste un lieu clé de constitution des liens sociaux, d'apprentissage de la solidarité, d'apprentissage de la vie en collectif. Ça reste un lieu central, et donc un lieu central aussi où peut s'exprimer une créativité. Alors je crois que la créativité, elle vient peut-être paradoxalement de situations où on se trouve dans des impasses. Ce n'est pas forcément lorsque on est dans la facilité de l'exercice du travail que on est créatif. En tout cas, c'est peut-être à partir de nouveau de mon expérience de consultation que je peux dire que les moments critiques sont des moments qui en appellent à un sursaut du point de vue de l'ingéniosité, de la formulation de nouvelles façons de travailler et de vivre. Et c'est une créativité qui peut être institutionnelle, pas seulement individuelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se jouer dans le rapport à soi, peut-être justement par rapport à l'interdiction de penser qu'on évoquait juste avant, pouvoir dépasser ces injonctions qu'on a intériorisées. Beaucoup de patients disent par exemple qu'ils sont coincés dans des mots d'ordre qui sont hérités de leur éducation. Par exemple, le mot d'ordre de la perfection, c'est vraiment massif. Peut-être que ces patients-là sont particulièrement susceptibles de venir en consultation parce qu'ils n'arrivent plus à atteindre cette perfection. C'est un mot d'ordre qui empêche une certaine créativité. Les mots d'ordre que nous avons hérités et intériorisés, certains sont un peu paradoxaux. J'entends de plus en plus des patients dire que il faut lâcher prise. Et parfois même les entreprises relayent en disant à un employé qui semble surinvesti dans leur travail, tu dois en faire un peu moins, tu dois lâcher prise. Prends ton travail un peu moins à cœur. Voilà le genre d'injonction très paradoxale qui, je crois, ne favorise pas la traversée de la crise. Alors la crise, elle est toujours complexe, toujours pénible à vivre, mais c'est un moment où on peut, je pense, traverser des difficultés pour ouvrir de nouvelles possibilités. Au fond, c'est sans doute ça la création, c'est de revenir à des sources vives en soi et avec d'autres pour imaginer d'autres possibles. Alors c'est difficile de généraliser parce que il n'y a pas de mode d'emploi clé sur porte. On le voit dans nos consultations, c'est chaque fois singulier, c'est chaque fois différent. C'est avec chaque patient qu'il s'agit de faire un chemin et de trouver chemin faisant des issues à ces impasses. On le dit parfois, moi je le dis parfois en début de consultation,
on n'a pas de programme préétabli, on ne sait pas exactement où on va. Il s'agit peut-être de répondre à une certaine demande au départ, mais cette demande va évoluer et c'est parfois un peu angoissant. Ça, ce sont déjà des indications de ce qui permet un chemin de création. Pouvoir accepter l'angoisse, pouvoir traverser cette angoisse, ne pas forcément être focalisé sur un objectif à atteindre. Des symptômes apparaissent, ils sont extrêmement pénibles, c'est pas forcément là qu'on va attirer l'attention et chercher des solutions immédiates. Ça, ce sont, je pense, aussi des dérives qui bloquent un certain parcours créatif. Mais c'est vrai que c'est difficile de généraliser. Moi, je pense notamment que ce qui se joue dans le monde marchand n'est pas forcément de même nature que ce qui peut advenir dans les entreprises, dans les institutions non marchandes, justement pas des entreprises, par exemple l'hôpital ou le monde associatif non marchand. Je crois que les formes de création sont différentes, n'ont sans doute pas les mêmes marges de manœuvre ouvertes. Ce qui pourrait être commun, c'est de dire que la créativité naît de l'affrontement au réel. Et le réel, là, je reprends vraiment la perspective proposée par Christophe Dejour. Le réel, ce sont ces moments où on se trouve démuni. On n'a justement plus les solutions. On est donc d'une certaine façon mis en difficulté, voire en échec. Et c'est là que dans le rapport à soi, on pourrait commencer à débloquer des verrous, à la fois dans la pensée et dans la sensibilité. Retrouver ces espaces de respiration, retrouver ces espaces de rêverie. Ça, c'est vraiment fondamental et ça demande une certaine lutte par rapport à l'accélération dans le rythme de travail, à des tempos qui ne permettent plus ces temps de recul. Il s'agit de retrouver des moments où on peut s'arrêter et laisser la pensée émerger. C'est de nouveau assez paradoxal. Ce n'est pas une volonté de créer à tout prix. C'est plutôt laisser advenir quelque chose qui pourrait nous surprendre et qui sera une voie possible pour aménager sa situation de travail, ajuster les choses, déplacer des contraintes, trouver des solutions à des problèmes techniques ou des problèmes de travail. Ça, c'est dans le rapport à soi. Et puis, il y a le rapport au collectif. Je pense que on doit retrouver des chemins de création institutionnelle. J'ai à l'esprit là aussi une expérience récente, c'est dans le monde non marchand, c'est dans une institution qui est à Bruxelles un lieu de lien, un espace ouvert à des personnes qui sont en fragilité psychique. Et ce qui me frappe beaucoup dans cette institution, c'est la capacité de création collective. Donc, une création dans laquelle les liens entre les membres de l'institution permettent de faire émerger des choses que aucun de ces membres seuls ne pourrait mettre en place. Mais de nouveau, ça passe par des conditions comme par exemple mettre en jeu de l'ingéniosité, de l'humour face à des situations où on se trouve un peu coincé. Là aussi, préserver des temps de recul, c'est la même chose. Pouvoir avoir des moments où on réfléchit à où on en est, à ce qu'on fait, mais aussi aux directions, aux horizons qui seraient désirables. Cultiver des divergences autant que des convergences dans ces collectifs, c'est vraiment très difficile. On a beaucoup plus d'exemples à contrario. J'ai personnellement aussi des expériences de travail dans des institutions où, au contraire, tout ce qu'on a cherché, c'est à éviter les divergences, à les raboter et presque à les étouffer, comme si l'expression de désaccord était en soi une menace, et une menace d'explosion du collectif. Là, on a alors des tentations d'unification forcée. Et c'est peut-être là, au contraire, l'extrême de ce qui empêche la créativité. Mais vous voyez, ça demande, je pense, dans toutes ces dimensions, de revenir à une parole sur le travail réel. Un travail sur ce qui fait difficulté dans l'activité et là où on est en
en impasse. C'est toujours un peu compliqué puisqu'il s'agit d'abord de reconnaître nos propres difficultés, d'avoir la possibilité en confiance d'en parler, de les dire à d'autres et de chercher ensemble, d'explorer ensemble des façons de faire qui seraient plus justes, plus fructueuses et du coup qui donnent un certain plaisir ensemble. Dès que c'est possible, on l'a vu dans plusieurs équipes où on est intervenu, dès que c'est possible, réapparaît un plaisir à la fois de penser et de travailler ensemble. Donc, ce ne sont pas des solutions faciles, il n'y a pas de méthode clé sur porte, mais je pense que si on peut créer petit à petit, pas à pas, les conditions qui permettent cette confiance et cette exploration, alors l'horizon s'ouvre à nouveau, si vous voulez. Il y a vraiment un élan qui revient pour penser ensemble et pour créer ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Thomas Périlleux. Merci à vous. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré aux pathologies de travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage de Thomas Périlleux, Le travail à vif, souffrance professionnelle, consultez Pourquoi, paru aux éditions ERS en 2023, et aussi son dernier ouvrage co-dirigé avec Mireille Sifali et Florence Juste des Prairies, Démarche artistique pour la recherche et la formation, approche clinique, paru aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.